Salut à tous, bienvenue sur le talk show du FOCM.fr. Et oui, l'Olympique de Marseille qui s'est incliné lourdement 3-0. On va revenir sur cette rencontre, évidemment, l'arbitrage, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de parler de l'arbitrage après ce match-là. Pour en parler, autour de la table, Maxence Volpe nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce lundi. Salut Max. Salut. Romain Canutti est fidèle au poste également. Salut Romain. Salut Seb. Et c'est avec une grande joie et une immense fierté, et je pèse mes mots, que nous accueillons également ce soir Gérard Gilly avec nous pour débriefer tout ça. Salut Gérard. Bonsoir à tous. C'est vraiment Gérard Gilly, si vous êtes né très récemment, c'était l'entraîneur émérite de l'Olympique de Marseille quand on était à l'époque encore champion de France et qu'on marchait sur tout le monde. Voilà, c'était... entre autres Gérard qui était aux commandes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, avant le début de l'émission, je lui ai dit ça doit être compliqué quand même à gérer ces après-matchs de défaite. Il m'a dit moi, contre Paris, j'ai fait 2 nuls, 2 victoires, donc je ne connais pas. Et ça fait plaisir à entendre, Gérard. J'ai échappé aux soucis qu'ils doivent avoir aujourd'hui, quoi. C'est clair, c'est clair. Gérard Gilly, donc oui, tu le disais, ça on va faire un peu un instant fiche et on va resituer tout ça. Donc entraîneur ça tombe bien, on a Romain Canutti sur le plateau. Non, mais qui est la mémoire de l'OM. Voilà. Entraîneur de l'OM fin des années 80, donc du coup c'est le début d'une série de 5 titres de champion de France consécutifs. Et Gérard est au début de tout ça, et quand on en parle avec des joueurs de l'époque, notamment Eric Dimeco, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, il me dit que cette équipe-là qui est allée en demi contre Benfica, c'était peut-être lui la plus belle, parce que lui est forcément subjectif, il avait Francescoli devant lui, donc pour lui il était aux anges, mais il me disait que c'était d'une la plus belle, et de deux, c'est pas que lui, tous le disent, c'est que ça a été vraiment le début, c'était ce premier titre en 89 qui était le plus dur à conquérir. Une fois qu'il est conquis, les autres... pas dire c'est facile, mais voilà, les bases étaient lancées. Les autres déjà permettent de jouer la Coupe d'Europe. Donc le premier titre permet ça. Et c'est le début aussi d'une grande histoire d'arbitrage, Benfica. C'est vrai. Effectivement. C'est début aussi, 89, de beaux MPSG. On en parlait aussi avec Franck Sauzet. Des mauvais souvenirs avec l'arbitrage. Et Gérard, je te le dis beaucoup, parce que l'émission est connectée sur Twitch, donc on a beaucoup de supporters qui peuvent interagir avec nous pendant l'émission et qui nous disent Gérard Gilly. Il y a beaucoup, évidemment, de fans de toi. Donc Flo 13700 qui nous dit un plaisir de voir Monsieur Gilly. C'est toujours agréable de voir des têtes de l'OM sur le FOCM. Bonsoir Monsieur Gilly, etc. Enfin bref, beaucoup de gens très heureux de te retrouver, Gérard, dont nous bien évidemment. Allez, on commence avec la première partie de cette émission. OM 0, PSG 3, l'arbitre est-il le principal responsable? Alors, on avait eu des débats avant ce classico où Romain Canutti nous expliquait, et beaucoup de copains aussi sont désirés de t'entendre, où tu nous expliquais arrêter de se plaindre, de se retrancher derrière ces faits d'arbitrage. Ils sont plus ou moins injustes, ou du moins ça arrive sur d'autres matchs, etc. Est-ce que c'est toujours ton axe? Est-ce que c'est toujours ta vision après ce classico? Parce que là, pour le coup, Romain, et je ne te piège pas, l'unanimité des consultants interrogés sur toutes les chaînes, l'équipe compris, alors qu'on dit souvent l'équipe, ils n'aiment pas trop l'OM, les consultants, tout ça, ont tous dit c'est ridicule. Quel est ton positionnement à toi du coup? J'ai pas compris non plus le carton rouge. Je vais pas te dire, je suis d'accord avec ça. J'ai pas compris. Moi, il y a un truc que je comprends vraiment pas. C'est pourquoi il va pas consulter la VAR. Alors, j'ai entendu ces explications où il a dit oui, mais dans l'oreillette, on m'a dit que j'avais pas fait d'erreur manifeste. Donc, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on lui a pas dit qu'il fallait aller regarder la vidéo, se faire son propre avis, parce que on peut apprécier la rapidité avec laquelle Marquinhos arrive sur le joueur. Évidemment que c'est pas intentionnel de la part d'Harit, et encore heureux, parce que là c'est pas juste une expulsion, c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois de suspension. Mais malgré tout, on peut se dire, pour moi là-dessus, on peut mettre jaune, parce qu'on voit avant tout de la maladresse, et on voit que c'est pas du tout là-dessus. Moi, ce qui me dérange aussi beaucoup, c'est de voir Marquinhos, que son maillot soit levé, et ça, à la limite, j'ai envie de dire, je trouve ça très bien, mais sauf que ça ravive en moi des souvenirs
un peu plus douloureux où Paul Lopez s'était fait marcher dessus et quand il allait montrer à l'arbitre les traces de son bras, il se prenait un carton jaune. Donc on en revient à ce que tu disais sur... Excuse-moi. On en revient à ce que tu disais sur l'uniformité. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que ça soit comme ça de partout. Et là, ça ne l'est pas. Ça le sera. Ça sera dans les prochains matchs, mais ça sera encore en notre défaveur, malheureusement. Ça... Gérard, on dit souvent que du côté de Marseille, on est parano, mais quand on regarde les rencontres de l'Olympique de Marseille cette saison, Nice, Cornelius prend le ballon, le pose par terre, lève un peu la tête, il gagne quelques secondes. Il y avait déjà 2-0 pour l'Olympique de Marseille, c'est vers la fin du... L'arbitre arrive, carton rouge, c'est du jamais vu dans aucun autre match, etc. Jaune-rouge, ouais. Deuxième jaune-rouge. Bref, on ne va pas relater tous les faits d'arbitrage de la saison, mais est-ce que déjà, toi, quand tu étais aux commandes de l'Olympique de Marseille, est-ce que l'OM dérange, en fait? Ou est-ce que les arbitres sont juste mauvais et toi, qu'est-ce que tu penses de cette action aussi? Parce que c'est très intéressant d'avoir ton avis. Non, arbitrer l'OM, pour les arbitres, c'est quelque chose de particulier, quoi. Parce qu'il y a toujours un côté, qu'on le veuille ou non, affectif. Il y a des arbitres, ce sont des hommes, et il y en a qui aiment l'OM. Il y en a d'autres qui aiment un peu moins l'OM. Donc, au niveau de l'arbitrage, on le ressent, même s'il n'y a pas quelquefois des coups de sifflet qui font bondir, mais on sent l'atmosphère qu'il y a au niveau de l'arbitrage. On sent si c'est positif ou si c'est négatif. Bon, voilà. Pour en revenir à hier, on voit que Harit c'est absolument involontaire, puisque son action, c'est simplement d'aller vers le ballon pour le contrôler, quoi. Et c'est Marquinhos qui sort très vite sur lui et qui le heurte, quoi. Et à ce niveau de match, à ce moment de match, il doit faire preuve d'un peu plus de psychologie. Je rejoins Romain. La moindre des choses, c'est d'aller consulter la VAR, quoi. Parce que c'est un moment éminemment important. Réduire Marseille à 10 alors qu'ils sont déjà en difficulté, c'est donner aucune chance au club de pouvoir se révolter, parce qu'à 11 contre 11, on ne connaît pas le résultat final, mais on pouvait espérer qu'à un moment donné, ils allaient pouvoir rentrer dans leur match, quoi, et se révolter. Là, c'est déjà terminé. Et Paris Saint-Germain qui voit Marseille réduit à 10, il faut se mettre... Dans leur tête, ils sont déjà supérieurs. Alors là, ça devient une confiance extraordinaire. Juste, excuse-moi, je reprends la parole 2 minutes, Seb, mais moi, c'est le seul truc qui m'énerve vraiment avec la VAR et c'est qu'elle est mal utilisée, vraiment sur ce cas-là, et j'aimerais que ça change. C'est qu'en fait, ça dilue les responsabilités. Parce qu'après ça, tu es énervé, tu es supporter de l'OM, tu t'estimes floué, mais ça... Tu as l'impression qu'il y a un peu tous coupables. Tu en veux à l'arbitre, tu en veux à ceux à la VAR qui n'ont pas été capables de lui dire ça, tu en veux à ce règlement. Et ça te change d'une époque où, si l'arbitre prend ses responsabilités, une fois qu'il prend cette décision, il va devant l'écran de contrôle, 2 minutes, personne n'y en voudra dans le stade, de prendre 2 minutes pour aller devant l'écran pour regarder. Et à ce moment-là, s'il maintient sa décision, toute ta colère, ta frustration, ton incompréhension, tous tes consultants que tu m'as cités qui t'ont dit leur décision se concentrera sur en se disant ce monsieur nous a volé notre spectacle et nous a sur sa décision à lui et ce sera à lui d'assumer. Or là, tu en veux à lui mais tu en veux aussi au mec de la VAR, donc du coup c'est un peu tous responsables, tous coupables, donc personne coupable finalement. C'est ça moi qui m'agace. J'aimerais bien que l'arbitre soit en premier lieu et après il prend sa décision, elle est bonne, elle n'est pas bonne, comme on dit, c'est des êtres humains, ça peut arriver, mais voilà, il y a au moins une prise de responsabilité là, de ne pas regarder, de dire oui mais on m'a pas dit que c'était une erreur manifeste, mais tout le monde se planque un peu. Max, c'est ce que tu voulais, c'est ce sur quoi tu voulais revenir aussi, toi ce qui t'agace c'est justement que la VAR soit obligée d'intervenir uniquement en cas d'erreur manifeste. Je ne vais pas redire effectivement ce qu'a dit Romain, parce qu'on en a parlé en off effectivement, mais là où j'explique depuis plusieurs semaines, et on l'a constaté sur tous les matchs de l'Olympique de Marseille où on a pris des cartons rouges, c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi il se précipite à mettre un rouge. Parce que là, il a dit j'ai vu la marque, j'ai mis rouge. Mais il a le droit d'attendre 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. De toute façon, tant que Marquinhos est au sol, et même le règlement dit aussi que si le joueur est blessé, qu'il sort sur blessure, ça peut donner de l'eau à son moulin, parce que imaginons que Marquinhos sorte, on aurait pu comprendre aussi en se disant je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi les arbitres s'entêtent à mettre des cartons aussi rapidement. Il a l'oreillette.
Parce qu'il parle avec les gars de la VAR. On ne sait pas ce qu'ils se disent. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Mais du Hier coup, soir, on ne sait pas ce qui s'est dit. non. Mais lui, du coup, au lieu de mettre rouge, il peut se prendre du recul, dire j'ai envie de mettre rouge. Voilà, j'ai vu l'image, j'ai vu l'action, j'ai envie de mettre rouge. Les autres à l'oreillette, ils peuvent lui dire non, attends, là peut-être. Ou peut-être ils vont lui dire tu as carrément raison. Hein. Ou peut-être qu'ils vont lui dire non, là, je pense que tu te trompes. Et il se laisse toute la latitude de réfléchir. Il dit alors je vais voir les images, comme tu disais, ou je mets que jaune, etc. Non, là, il se précipite. Et une fois qu'il s'est précipité, on rentre dans ce règlement en bois de est-ce que c'est une erreur manifeste ou pas? Non, c'est pas une erreur manifeste parce que les autres vont lui dire il a quand même mis le pied haut. Et donc, on s'en sort plus. Ce qu'il a dans l'oreillette, c'est ni plus ni moins qu'un robot. C'est un mec qui parle, mais ça serait un robot, ça serait la même. C'était qui était à la VAR là? Je sais absolument pas. Mais C'était pas notre cousine d'ailleurs? Non, au final, ça non, elle était la semaine dernière. Je sais plus, je l'ai vu. Mais quand tu as un arbitre, et c'est ce que dit Max, c'est très intéressant dans ce qu'il dit. Si tu as quelqu'un, sans dire c'est un copain, sans dire mais c'est un autre arbitre, un confrère, quelqu'un qui lui dit, écoute, comme un médecin quand il appelle un autre médecin, entre eux, ils sont capables de discuter, de dire, écoute, là, je crois que tu as pris le mauvais diagnostic, machin, je t'explique pourquoi, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais là, dans l'oreillette, c'est comme s'il avait un robot. Et sur les rares matchs, parce que quand ils sonorisent des matchs, c'est des Brest-Le Mans ou des trucs comme ça, ils vont pas. Mais quand ils le font sur des matchs comme ça, tu les écoutes, les arbitres qui se parlent, ils font application du règlement, machin, non, il n'y a pas de truc. Mais une intelligence artificielle, c'est pareil. Le mec te récite un règlement. T'as pas dans l'oreillette un autre arbitre qui va avoir une sensibilité, qui va te dire, écoute, là je pense que attention, prends le temps de regarder cette image. Oh Clément, machin, ou François, nana. Non. C'était Cyril Gringoire et Nicolas Rainville à la VAR. Merci à Loïc Lachaud qui réalise cette émission. Gérard, souvent je dis quelque chose au sujet de l'arbitrage et j'aimerais bien avoir ton point de vue à toi. Est-ce que la problématique aussi, c'est que c'est peut-être un des rares moments dans la vie où on a l'impression que le club de foot qui est l'Olympique de Marseille, ça vaut pour d'autres clubs, n'a aucun moyen. C'est-à-dire que toi, dans la vie de tous les jours, si tu te fais interpeller par la police parce que tu as grillé un feu rouge ou peu importe ce qui t'est arrivé, si l'agent te manque de respect, si l'agent se trompe, tu peux porter plainte avec tes avocats contre l'agent. Il peut y avoir des sanctions contre l'agent, c'est-à-dire qu'on peut faire un retour sur un incident que tu aurais subi. Là, on a un sentiment d'impunité totale. C'est-à-dire que M. Le Texier, il a fait ce qu'il avait. L'OM ne peut pas porter plainte contre lui. Il ne peut pas y avoir de procès façon de parler. Il ne peut même pas avoir de réserve technique. Il ne peut pas y avoir de réserve technique. Est-ce que cette impunité de l'arbitrage, et après ne vous inquiétez pas, je vous lis, évidemment, on va parler du fond, de De Zerbi. On a la chance d'avoir un des plus grands coachs de l'histoire sur le plateau. On va le questionner sur plein de sujets, mais on ne pouvait pas ne pas parler de l'arbitrage. Est-ce que ce sentiment d'impunité où en fait le Texier ni sera suspendu de certaines rencontres, ni il aura des points en moins, ni il aura des... Est-ce qu'on ne peut pas changer ça selon toi? Non, on peut pas le changer. Ça fait partie du foot. On sait que c'est l'arbitre qui est responsable du bon déroulement des matchs et l'arbitre, quelquefois, il est conditionné dans un sens, conditionné par l'autre. Là, hier soir, c'était un événement qui était très important pour les supporters, pour les joueurs, pour le staff, les dirigeants, mais aussi pour l'arbitre. Hein. Un classico devant 68 000 personnes, il sait que, je veux dire, quand il rentre pas comme s'il rentrait pour arbitrer Auxerre contre Le Havre, quoi. Donc il y a aussi juste une forme de pression sur lui, quoi. Gérard, tu l'as dit toi-même, je vous interroge à vous aussi, messieurs, l'arbitre, il a sa sensibilité. Quand on fait un procès, tu peux choisir tes jurés, c'est-à-dire que la défense, ils vont dire non, le numéro 8, le 12 et tout, qu'on le récuse, on sent qu'il va être à charge, etc., pour qu'il y ait une forme d'équité. Est-ce qu'avant une rencontre, Paris pourrait dire, moi je veux pas, c'est qui la Madame Frappard qui... semble-t-il, déjà arrivé, hein. a une petite sensibilité. Mais oui, mais est-ce que ça pourrait pas devenir un droit? C'est-à-dire, nous, on dit le Texier, on n'en veut pas, lui, on n'en veut pas. Et jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur un arbitre où Paris dit, lui, on est d'accord, nous, on est d'accord. Au moins, on ne peut pas se plaindre, on l'a choisi. Parce que là, il nous impose toujours un mec, et avant la rencontre, tu peux pas en éliminer 2, 3, 4. Tu aurais déjà dit, je ne veux pas Turpin. Surtout que si on nous écoute, on n'en veut pas 8. On va te dire pas lui, on veut Madame Frappard à tous les matchs. Donc, c'est un problème. Et je suis tombé sur un article de supporters de Lens qui se disaient et rigolaient d'eux-mêmes en disant on a des problèmes avec 6 arbitres en Ligue 1. Donc je me suis dit ça va, on n'est pas seul. En fait, tout le monde a des problèmes avec les arbitres, ils sont mauvais aussi sur les autres matchs. Moi, j'ai une question pour Gérard, du coup, parce qu'il y a une situation qui m'a un peu dérangé pendant le match.
je ne sais pas si tout le monde l'a vu, il y a Rabiot qui s'est tourné à un moment donné vers De Zerbi pour lui faire un changement en lui montrant que l'OM prenait l'eau de toutes parts et qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Et pour le coup, l'entraîneur italien n'a rien fait. Donc, ma question, elle est simple, c'est est-ce que dans la logique d'une expulsion, toi, tu restais souvent à faire un changement pour essayer de remettre un peu d'équilibre dans l'équipe, ou est-ce que tu pouvais aussi ne rien changer et garder les mêmes joueurs et essayer de t'adapter? Je pense que dans l'équipe, ce qui est important de conserver, c'est le bloc de 8 joueurs défensifs, quoi. Parce qu'on peut perdre un joueur en attaque, je veux dire, c'est à la limite, l'important à ce moment-là, c'est de ne pas encaisser de but, quoi. C'est pas de prendre un autre but, sinon le match est véritablement fini, quoi. C'est de conserver un attrait et un intérêt pour le résultat, quoi. Et donc, changer de système. À partir du moment où on a mis un système qui fonctionne bien, si on a un joueur en moins en attaque, laisser passer le temps comme ça, quoi. Et garder surtout la possibilité de revenir dans le match et revenir au score. C'est important. Et du coup, les changements à la mi-temps, tu les comprends? Il fait rentrer Tandro et... Bon, je veux dire, c'est l'appréciation Koné, de la performance aussi et de l'état de forme du joueur. Ouais, de Greenwood. Si jamais on voit que le joueur a cette Greenwood, quand on voit un peu cette nonchalance, le fait qu'il apparaît absent du match, je me suis dit, même à la mi-temps, je me suis dit, il n'a pas l'air très concerné par ce qui se passe sur le terrain, quoi. Ça m'a paru un peu évident. Wai, on voit qu'il est un petit peu tendre par rapport aux adversaires qu'il avait en face de lui. Mais je veux dire, après, c'est l'entraîneur, en fait, il a changé presque poste pour poste. Là, il n'a pas changé de système de jeu, il n'a pas changé d'organisation. Alors, au début de la seconde mi-temps, c'était Koné qui était, c'était même Koné qui était devant. Et après, il rappelle Kondogbia et il dit bon, on rechange tout. Et c'est effectivement Ro qui repasse logiquement dans l'axe. Messieurs, de la tactique et de Zerbi, c'est la deuxième partie de notre émission. On y va tout de suite.